Levé de moratoire de la peine de mort en raison des dissuadés, tout le traître de la République. Une circulaire a été prise pour lever le moratoire qui a été pris en 2003. Quelle était l'opportunité d'une telle décision? Le débat est juridique, idéologique, mais aussi politique. Est-ce qu'une circulaire suffit-elle pour prendre une telle décision? Est-ce que c'est nécessaire en ce moment? Est-ce que c'est efficace dans le sens où ça pourrait éventuellement dissuader ce qui complote contre la République? Mais la question également de l'efficacité de l'appareil judiciaire se pose. Ça sera autour de ces questionnements-là que nous tiendrons l'émission d'aujourd'hui. J'ai l'honneur de recevoir encore une fois, il est quasiment l'habitué de ces plateaux, M. Manix Iyend, avec qui on va naviguer autour de questionnements que je viens de vous présenter, mais on prendra également 2 ou 3 questions d'actualité, l'avènement du prochain gouvernement, pourquoi ça traîne autant, mais également les élections indirectes, gouverneurs, sénateurs, les questions de corruption, les questions des positionnements, les questions des mieux enfants. On va en parler pendant 40 minutes. Monsieur Manix, bonjour à vous. Bonjour, Monsieur Eli. Merci pour l'invitation. Toujours le plaisir de vous recevoir. On va y aller directement. J'ai envie de commencer par ces questionnements qui est quand même d'ordre juridique. Est-ce qu'il suffisait ou il suffit de prendre une circulaire pour que soit constatée la levée d'un moratoire, d'une décision aussi importante que la peine des morts, qui quand même, en 2003, a été décidée par un décret? La circulaire suffit? D'abord, merci beaucoup, Monsieur Eli, pour l'invitation. Et je crois que cette question de l'applicabilité de la peine de mort, c'est vrai, ça fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive au sein du microcosme politique national. Mais seulement, j'ai mis une contradiction aussi patente entre les acteurs politiques et la population qui valide la démarche. Vous avez suivi... La population valide la démarche? La population valide la démarche. Comment vous avez mesuré Essayez de tendre votre micro, baladeur, écoutez le point de vue des citoyens congolais. Ils ont vraiment besoin qu'on arrête avec cette hémorragie de l'insécurité. Contrairement aux politiques, contrairement à M. Ambongo qui a donné un point de vue tout à fait contraire à la décision du gouvernement. Mais s'il faudrait rester dans cette décision sur le moratoire sur l'abolition de la peine de mort, la levée du moratoire, il est vrai que la décision a été rendue, que ça soit une circulaire, que ça soit un arrêté du ministre. Je crois que la décision révèle les caractères administratifs. Quant à ceux qui critiquent la décision, de voir s'il y a conformité avec la Constitution ou pas. Parce qu'il y a beaucoup de juristes qui estiment que voilà, la circulaire n'a pas un poids administratif. D'autres même qui sont allés loin pour dire que ce n'est pas un acte administratif. Donc, non, mais le plus important, c'est de voir... Il n'y a pas d'acte administratif. Est-ce que c'est de la propagande politique, c'est de la com, ou c'est vraiment du juridique? Non, mais le plus important, c'est de voir la source de provenance de cette décision. C'est une décision qui a été rendue par le ministre du secteur, la ministre de la Justice et garde de Sceaux, qui a rendu après débat au Conseil des ministres. Après débat, bien évidemment. Et c'est à ce niveau-là qu'il faudrait analyser sur son caractère conforme ou non conforme à la Constitution. Parce que l'article 162 de la Constitution donne à tout le Congolais la possibilité d'ester en justice, de saisir la Cour constitutionnelle pour l'inconstitutionnalité de tout acte législatif et réglementaire. Cela n'est pas le problème. Si, mais restons sur... Non, mais vous évitez le débat juridique. Non, mais je n'évite pas. Parce que je suis là pour le débat juridique. Comment on appliquerait la décision de la peine des morts s'il n'y a pas conformité? Ça influe quand même sur le code pénal, sur le code militaire. C'est une loi votée au Parlement. On ne peut pas comme ça venir... non, mais c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Le législateur suprême a ouvert une brèche de possibilité à tout Congolais de saisir la Cour constitutionnelle sur cette question de l'inconstitutionnalité de l'acte réglementaire. Oui, mais c'est votre avis qui m'intéresse d'abord. Non, mais justement, déjà que la brèche... Vous trouvez que c'est conforme? Non, mais j'ai dit déjà que la brèche est ouverte. Si quelqu'un estime, si c'est vous qui estimez que cette décision est anticonstitutionnelle, vous avez la pleine légitime possibilité de pouvoir saisir la Cour sur cette question de l'inconstitutionnalité de cet acte réglementaire. C'est comme ça que je dis cela n'est pas le problème parce que
notre droit positif congolais accorde cette possibilité à tout le Congolais. Maintenant, je voudrais qu'on reste sur l'applicabilité même de la peine de mort. D'abord, je commencerai par la levée du moratoire. Vous l'avez dit au prologue de votre intervention que c'est un moratoire qui date depuis 2003. Or, vous savez que chaque moratoire a un délai d'exécution. Alors, je me pose la question. Quelle a été la date d'expiration de ces fameux moratoires? Quoi de plus normal qu'il soit levé par la décision du ministre de la Justice aujourd'hui? Encore que la levée du c'est pas ça la moratoire. motivation de la Non, mais la levée... C'est pas ça la motivation Non, de la je n'ai pas dit que c'est ça la motivation. Ah. D'abord, j'ai posé le premier problème de son délai d'exécutoire. Ça peut justifier parce que ce n'est pas un moratoire éternel. Problème qui n'est pas posé par le gouvernement. Deuxièmement, c'est le contexte sécuritaire. Vous comprenez? Aujourd'hui, vous devez savoir que la peine de mort est bien consacrée dans le système juridique congolais. Dans le droit positif congolais, la peine de mort est prévue. Si vous lisez l'article 5 du Code pénal congolais, qui est le siège pénal, qui détermine même la nomenclature de toutes les peines, la première peine que le législateur pénal cite, c'est la peine de mort. Et même quand vous essayez d'aller un peu plus loin dans l'article 6, vous verrez que le législateur suprême donne la responsabilité au président de la République, en sa qualité des magistrats suprêmes, de déterminer le mode d'exécution de la peine de mort. Est-ce que ça peut s'exécuter par fusillade, par chaise électrique, par pendaison ou encore par la piqûre comme ça se fait ailleurs? Et donc, en droit déjà, du point de vue de l'orthodoxie juridique d'un raisonnement juridique cohérent, ici, on va appliquer justement la théorie de l'écran législatif. Qu'est dit cette théorie? Lorsqu'une loi, bien qu'ayant été non conforme à la Constitution, mais qui ne fait pas encore l'objet d'une quelconque révision, la dite loi demeure applicable. Maintenant, je reviendrai sur ceux qui pensent que le Code pénal, au travers de l'article 5 et 6, demeure non conforme à la Constitution au regard de l'article 16 qui consacre le principe de la sacralité de la vie. Moi, je dis non. Malheureusement, ceux qui font ces raccordements frauduleux tombent dans ce que moi je considère l'interprétation littérale de la Constitution. Permettez-moi, Monsieur Elie, de m'apaisantir un tout petit peu sur cette question de l'interprétation de la Constitution. Allez. En matière d'interprétation de la Constitution, d'ailleurs, ce qui est très dangereux, c'est lorsqu'on s'évertue à interpréter la Constitution de manière littérale, parce que cette Constitution a été écrite en français, comme vous savez lire le français, vous pensez que vous avez la dextérité de pouvoir interpréter la Constitution. Il y a des principes d'interprétation de la Constitution, notamment le principe de fin utile. C'est un principe qui détermine la nécessité de pouvoir interpréter une disposition ambiguë. Deuxièmement, il y a le principe du but recherché du législateur suprême. Quelle a été la motivation qui a conduit le constituant de notre Constitution du 18 février 2006 de pouvoir légiférer une telle disposition? Et enfin, je vous parlerai du principe du sens éclairé qui nécessite une compréhension nette d'une disposition. C'est comme ça que quand il faudrait interpréter une disposition de la Constitution, il est des bonnes lois de scruter, par exemple, le projet de la Constitution qui explique les différents motifs et raisons de chaque disposition de la Constitution. Ce qui n'est pas le cas. Il y a un autre point de vue qui nous oppose, le conflit de normes entre le Code pénal et la Constitution pour appliquer la théorie de la hiérarchie des normes avec primauté des dispositions de la Constitution sur le Code pénal congolais, ce qui n'est pas malheureusement le cas. Parce que quand vous scrutez l'esprit et même l'âme du législateur suprême, vous allez vous rendre compte que les législateurs suprêmes, en voulant consacrer la sacralité de la vie humaine, visent effectivement l'être humain. Cela veut dire tout celui qui viendrait compromettre la vie humaine, tout celui qui viendrait avec la prétention de vouloir ôter la vie d'une personne, renonce d'office à ces principes de la sacralité de la vie humaine. Quoi de plus normal de lui infliger une peine proportionnelle à l'acte préalablement commis, oui, mais la tuerie. À cet argument, parce que je précise que ça c'est votre interprétation de l'esprit et l'âme de la Constitution. Mais à cet argument, il y a un argument contradictoire. Lequel? Est-ce que c'est parce que quelqu'un
ne respectent pas les principes de la sacralité de la vie, qu'il faut se désacraliser pour le punir. Autrement dit, faut-il répondre à la violence par la violence? Parce que la question se pose. Si on condamne celui qui a ôté la vie, par exemple, de quel droit nous serons, nous, par exemple, je prends les juges ou les magistrats, de quel droit sera-t-il, lui, permis de lui ôter la vie parce que lui également a... C'est ça la question. D'abord, monsieur Elie, cette question-là, ça se pose. Il faudrait retenir une chose. La décision sur l'applicabilité de la peine de mort n'émane pas du président de la République, moins encore du ministre de la Justice. Je n'ai pas dit ça. C'est une décision qui sera couverte de la chose jugée. C'est une décision judiciaire. Effectivement. Et en aucun cas, une décision judiciaire ne peut être considérée comme un acte de vengeance privée ou un acte de violence contre la violence. C'est une décision judiciaire et nous devons la respecter comme telle. C'est inscrit dans le code pénal. Je suis d'accord. Nos lois de la République nous disent que les lois de la RDC sont rendues au nom du peuple et exécutées au nom du président de la République. Ça, c'est de 1. Et de 2, vous devez savoir que la peine de mort est une peine. Je l'ai même dit, parce qu'il y a toute une nomenclature de peines telle que prévue dans le code pénal congolais. J'ai donné la référence de l'article 5. Je suis totalement d'accord. Et toute peine, par essence, a au moins 3 finalités. La première finalité d'une peine, c'est la finalité pédagogique, les caractères pédagogiques de la peine. La deuxième finalité, c'est les caractères dissuasifs de la peine. Et enfin, les rétablissements de l'ordre public qui a été perturbé par l'acte posé par l'auteur de l'infraction. C'est-à-dire, aujourd'hui, il faudrait voir la peine de mort, l'applicabilité de la peine de mort, comme un moyen pour dissuader les criminels, mais aussi arrêter l'hémorragie de la mort, l'hémorragie de l'insécurité qui crée autant de morts. Parce que cette peine-là vise notamment le criminel, les auteurs des actes de guerre, des actes de génocide, des actes contre l'humanité. Il y a des gens qui sont tombés, par exemple, dans cette histoire de la trahison, l'infiltration, l'espionnage, etc. Ces gens-là participent à l'augmentation de la criminalité et je dirais même de massacres de Congolais. Si aujourd'hui, on parle de tant de morts, de plus de 16 millions de morts, c'est à cause, justement, de ce genre de personnes. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous sur un point. Je crois que dès lors que la peine des morts est inscrite dans le code pénal, je ne suis pas partisan au débat de la contradiction avec la Constitution. Je ne suis pas partisan de ces débats-là parce que c'est réglé. Mais restons sur l'argument dissuasif, comme vous le dites. Est-ce que c'est assez dissuasif de le dire dans un pays où on n'a jamais condamné un criminel de guerre? Parce qu'on vit quand même la guerre, ça va faire quasiment 30 ans. Ouais. On n'est pas à notre première guerre. Et on n'est pas à notre premier passage de négociation, de paix et compagnie. Est-ce que aujourd'hui, lever le moratoire au nom d'un argument dissuasif est convaincant quand on sait que dans ces pays, aucun criminel de guerre n'a été jugé et condamné? Au contraire, ils s'épavanent en hommes libres, ils prennent des fonctions politiques, ils deviennent ce qu'ils veulent. Je voudrais vous inviter à un exercice, monsieur Elie. C'est lui de faire un petit recul, un petit rétropédalage vers les passés. Puisqu'on parle de l'applicabilité de la peine de mort, qui rétroagit aujourd'hui. Mais il y a une dimension, je dirais historique, une dimension juridique, autant pour une dimension politique, qui s'entache à l'applicabilité de la peine de mort. Prenons le contexte historique de notre pays. À quel moment et pour quel contexte il y a eu le moratoire sur l'abolition de la peine de mort? Je ne pense pas que c'est dans le contexte de pouvoir s'accommoder aux impératifs des normes internationales, notamment le cas de la Déclaration universelle des droits de l'homme, les conventions internationales sur la lutte contre la torture ou le protocole additionnel sur le droit civil et politique qui interdisent aussi l'applicabilité de la peine de mort. Ce n'est même pas ça, les raisons fondamentales. Si. Regardez. Mais regardez, ici je voudrais vous inviter à une dimension politico-historique. Mais
l'abolition de la peine de mort, ces moratoires, est intervenu quand? En Vous l'avez 2003. dit, en 2003. Mais avant 2003, quels sont les événements sécuritaires, militaires et politiques que nous avions connus dans notre pays? La première et la La deuxième guerre République du Congo. démocratique du Congo était morcelée Mhm. en zone de groupes rebelles. Mhm. Il y avait de l'insécurité à outrance, dont certains compatriotes congolais se sont récoquevillés vers le fond de la République, prendre les armes pour attaquer l'État. Mhm. Le président Joseph Kabila arrive et il nous propose le traditionnalisme politique, la politique d'arbre à palabre, se réunir autour d'une table, Le dialogue Pour- intercongolais. trancher la question de la sécurité de notre pays, le dialogue inter-congolais. Mm. Les politiques, les protagonistes sont venus, les belligérants sont venus, et ils se sont réunis autour d'une formule de 1+4, qui est une coalition de gouvernance entre le belligérant et celui qui gérait le pays à cette époque. Mais ceux-là, des gens qui ont tué des Congolais, en étant rebelles, bien entendu, ceux-là qui ont versé le sang de Congolais, ils savaient que plus tard, il y aura une justice qui viendra le juger et peut-être le condamner à mort. Alors qu'il y avait des accords d'amnistie. Non, mais déjà, à cette époque, Non, mais enfin, cette frange... il y a eu, et ces gens-là ont été amnistiés. Ça veut dire qu'on a Non, mais le problème, ce n'est pas seulement l'amnistie, et ce n'est pas que tout le monde... Parce qu'au-delà de la peine de mort, Ouais. au-delà de la peine de mort, on peut toujours les juger aujourd'hui et les condamner avec d'autres peines. Non, mais ici, je suis en train de vous contextualiser Non, mais d'abord. bon, Quelle a été la trajectoire historique? je peux être d'accord avec vous, mais ne dites pas que leur paisibilité judiciaire aujourd'hui est due au fait qu'un moratoire a été pris en 2003. Ça, Non, mais c'est pas un argument sincère. Non, mais Parce écoutez... qu'on aurait pu les juger pour autre chose, pour d'autres finalités judiciaires. Ça n'a pas Non, été mais, fait. monsieur Elie, C'est ce que je dis. Dans un pays où on n'a jamais jugé un est-ce que vous un pouvez me criminel de laisser guerre. le Si. temps de continuer mon argumentaire? Permettez-moi juste de vous relancer, je vous laisse Non, mais le vous temps. me relancez avec des affirmations, malheureusement, qui se superposent sur mon C'est argumentaire, des faits. qui répond à vos questions. C'est des faits. Je vous ai dit, Mm. nous avons toute une histoire avec cette réalité de la peine de mort. Mhm. Et j'essaye de vous retracer la trajectoire historique qui nous a amenés d'un point au point d'arriver jusqu'au point de prendre cette décision sur le moratoire concernant l'abolition de la peine de mort. Donc il y avait eu l'influence politique. Non, mais bien sûr que oui. Mm. L'influence politique y était. Parce qu'il y a eu des protagonistes. Il y a eu des rebelles qui ont conjugué avec les présidents Joseph Kabila qui géraient le pays à cette époque au nom de la paix. Mais que servirait alors l'accord de Sun City si ce n'est pas déterre les divergences du point de vue politique et militaire D'oublier et de les voir les crimes. pays. Mais effectivement, mais pour oublier les crimes, il faudrait aussi protéger les criminels par des mécanismes d'éteindre effectivement les effets de la loi, notamment le moratoire sur l'abolition de la peine de mort. Ça fait partie des justificatifs qui nous ont amenés à ces moratoires-là. Et aujourd'hui, nous sommes dans un autre contexte, celui de l'insécurité à outrance, le pillage de nos ressources naturelles, la tuerie, la violence, la barbarie humaine dans la partie Est. Quoi de plus normal de procéder par des mécanismes de dissuasion pour essayer d'arrêter cette hémorragie de l'insécurité. Pourquoi? Parce qu'il y a deux gens. Il y a deux gens aujourd'hui qui choisissent effectivement la même voie qu'avait choisi le RCD Goma à l'époque, le MLC avec Jean-Pierre Bemba à la tête, un peu avec la logique de certains groupes militaires qui ont tué le Congolais au nom de soi-disant la révolution armée à l'époque. Aujourd'hui, quelle est la raison et la motivation du combat de M. Corneille Nangaa, Jean-Jacques Mamba et tout le reste? Mais quelle est l'efficacité? Moi, la question. Non, mais je justement, réponds à la question. l'efficacité... C'est à quel niveau vous espérez à l'efficacité de cette levée Non, mais je vous ai moratoire? dit d'abord, quand on parle de caractère dissuasif, c'est-à-dire cette décision de la peine de mort, je vous ai dit au prologue de mon intervention, ça a un caractère pédagogique. Ça peut limiter l'action criminogène au point de craindre la mort. À celui qui prend des armes pour tuer le Congolais, il a au moins dans sa tête qu'il y a une décision sur l'applicabilité de la peine de mort. C'est-à-dire, si je tue un Congolais, il y a possibilité qu'on me tue aussi au travers d'une décision judiciaire sur la peine de mort. Ça peut au moins limiter les dégâts. Ce qui n'est jamais arrivé. Enfin, Mais pas l'applicabilité de la peine de mort, Depuis- nous l'avons, depuis plus de 30 nous ans, c'est venons pas de arrivé. lever le moratoire
à peine. Je vous ai dit qu'au-delà de la peine de mort, il faudrait même déterminer le mode d'exécution. J'ai une question. Ici, moi, je regarde le président de la République, conformément à l'article 6 du Code pénal, qui confie la charge au président de la République de déterminer le mode d'exécution de la peine de mort. Permettez-moi de vous poser une question suffisamment directe. Vous pensez que sous le régime des moratoires des peines de mort, on ne pouvait pas juger un crime de guerre? Non, mais, un crime contre mais on pouvait juger un crime de trahison. Non, mais justement, le problème, c'est qu'il faudrait rester sur le contexte. On pouvait juger le crime contre l'humanité, le crime des génocides, les crimes des guerres, la trahison et tout le reste, mais avec comme quelle peine la plus lourde? C'est cela la question. Comment quelqu'un qui a trahi la République, comment quelqu'un qui a tué des millions et des millions de Congolais et vous lui infligez la peine la plus lourde, la peine de 20 ans d'emprisonnement? C'est pas proportionnel. C'est comme ça que je vous dis, le caractère dissuasif de la peine de mort, c'est ces principes-là de la proportionnalité. À celui qui tue, il peut avoir peur d'être tué. C'est plus simple que ça. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, rien ne peut justifier la fin de la vie humaine par la prise d'armes de qui que ce soit. Aujourd'hui, regardez même l'article 16 qui parle de ce principe de la sacralité de la vie. Mais quel est le caractère anthropologique de la peine de mort? Si ce n'est pas de protéger l'être humain. Je vous ai dit, tout celui qui tue renonce au principe de la sacralité de la vie humaine. Tout celui qui tue cesse d'être considéré comme un être humain. Or, ce principe-là bénéficie aux êtres humains. Le législateur suprême voudrait mettre les êtres congolais, les citoyens congolais, à l'abri de la protection constitutionnelle. Voilà pourquoi on a consacré ces principes de la sacralité de la vie humaine. Et donc, tout cela qui tue, il est possible qu'on inflige sur eux la rigueur et la teneur de la peine de mort qui a pour caractère fondamental la dissuasion de tout acte criminel. Vous parliez tout à l'heure, vous refaisiez l'histoire en 2003, qu'on est arrivé à un régime des moratoires en raison notamment des influences politiques, parce qu'il fallait co-gérer avec les belligérants, donc il fallait protéger ceux qui avaient commis des crimes hier. Est-ce que vous pensez réellement qu'aujourd'hui, il n'y a aucune influence politique dans la prise de décision, dans le sens de lever ces moratoires-là? Parce que il s'écoute dans l'opinion aujourd'hui que ce serait une sorte de politiquement, je parle bien de politiquement, une sorte de prise de revanche sur ceux qui ne conviendraient pas dans le circuit politique et les faire taire de la manière la plus simple. C'est un raccordement frauduleux des acteurs politiques. Parce que la peine de mort ne s'appliquerait pas sur des infractions comme l'outrage au président de la République. La peine de mort ne s'appliquerait pas sur des infractions comme le vol simple, la diffamation. Non. On parle quand même de la trahison. La peine de mort, c'est une peine exceptionnelle pour des infractions exceptionnelles touchant la vie des êtres humains, la vie de la République, mais aussi la sûreté de l'État. Oui, mais on parle quand même dans le code pénal. Dans le code pénal, on parle quand même de l'association de malfaiteurs. On parle quand même de la trahison, qui reste des infractions suffisamment applicables sur des individus qui, par exemple, dans le cadre de leur travail, à mon image, j'ai réfléchi au cas de Stanis Boudjaguera, par exemple. Est-ce que ce serait pas à un moment donné de l'association des malfaiteurs ou un journaliste qui prendrait une information, par exemple, qui déstabiliserait l'efficacité de services? On ne va pas arriver à ce genre de cas-là? Non, mais j'ai l'impression qu'au-delà du fait que vous voyez beaucoup plus la dimension de la sacralité de la vie humaine, malheureusement, vous ne regardez pas la dimension de la sacralité de la vie de la République. Si. Autant la République est sacrée. Alors, à celui qui met fin à la vie d'une République, quelle est la sanction compatible à un tel acte? C'est cela la question. Le problème, vous imaginez aujourd'hui, oui. Nous avons dit que le Congo est agressé par le M23 sous couvert du Rwanda. Ça, c'est évident. Aujourd'hui, tous nous sommes d'accord que le Congo fait l'objet d'un grand génocide de la planète. Nous avons autant de morts dans nos placards. Alors, comment on peut imaginer quelqu'un qui infiltre
notre armée qui a pour but de protéger ces Congolais-là qui sont morts, de garantir la sécurité de nos lignes frontalières, d'assurer l'intégrité du territoire national, mais quelqu'un qui infiltre l'armée, qui prend des informations, qui donne à l'ennemi, et l'ennemi, par ricochet, tue encore nos éléments de la FARDC. Vous pensez que ce monsieur-là a une vie qui est plus précieuse que nos 100, 200, 300 ou 500 soldats tombés dans le front? Non, mais la logique judiciaire n'est pas cette logique-là. Non, mais la logique, regardez. Pardon. Est-ce que vous avez lu le code pénal militaire? Attendez. La logique judiciaire, oui, c'est la logique de la présomption d'innocence qui donne donc vie au régime de la preuve. Je suis d'accord que si on arrive là, au bout d'un jugement, au bout d'un procès où il est établi effectivement au premier et au second degré que la personne est coupable, la peine s'applique. Mais le problème, c'est qu'on est dans un pays où le numéro 1, en termes de magistrat, lui-même ne croit pas à la justice. Non mais écoutez, monsieur... Où est-ce que vous mettez les erreurs matérielles? Où est-ce que vous mettez l'instrumentalisation de la justice? Où est-ce que vous mettez les erreurs judiciaires dans cette façon-là de vouloir appliquer la peine de mort? Monsieur Elie, vous savez, lorsqu'on parle de la République, il faut parfois être animé par ce que moi j'appelle la fibre patriotique. N'abordons pas le sujet. Le président est plus patriotique que nous tous. Non mais écoutez, laissez-moi avancer. Allez-y. Vous aimez bien citer le nom du président de la République. C'est lui qui a dit. Et vous aimez bien... Il a dit autant de Vous aimez bien réduire le président de la République sur des sujets bénins. Non. Non, mais vous prenez le discours du président de la République au premier degré. Laissez-moi, mais s'il vous plaît. Il a dit pendant la campagne, il a redit une fois élu. Allez-y. On parle de la peine de mort. Vous avez évoqué le principe de la présomption d'innocence. Mais ces principes s'appliquent quand? Avant le rendu de la décision de juge. En effet. Aussi longtemps qu'une personne n'a pas encore fait l'objet d'une décision judiciaire, il bénéficie effectivement de ces principes de la présomption d'innocence. Et très souvent, vous ne regardez que le principe de la présomption d'innocence. Pourtant, il y a le corollaire qu'on appelle le principe aussi de la culpabilité qui existe, la présomption de culpabilité. Malheureusement, vous ne l'évoquez pas. Et de deux, la peine de mort ne peut pas... La peine de mort ne peut pas s'exécuter sans une décision judiciaire. Je suis d'accord. C'est-à-dire, au départ, il y aura une décision. Et c'est par là que nos projecteurs sont braqués sur la justice et les animateurs de la justice de notre pays. Qualité de la Parce que nous voulons une justice équitable, de procès équitables. Nous voulons de procès qui vont garantir le droit sacré de la défense. Nous voulons de procès qui vont respecter le principe de nullum crimen nulla poena sine lege. Nous voulons de procès qui vont mettre le juge sous les respects absolus de textes de la République. Nous voulons de procès qui vont garantir le principe de l'indépendance de juge. Nous voulons de procès pour tous et par tous. Ça, c'est un souhait. Surtout quand il s'agit de la peine de mort. Attention. Lorsque vous dites que le président Tshisekedi a jeté en pâture la justice de notre pays en jetant un discours de discrédit, mais non. C'est comme ça que je vous ai dit, vous prenez le président de la République au premier degré. Je me demande pourquoi aujourd'hui on peut reprocher la sincérité d'un président qui essaye d'analyser les choses selon les réalités de choses. Encore que ce n'est pas au président de la République qui rend la décision de la justice. Moi, je ne lui fais pas un reproche. Non, mais je rappelle le fait. Vous posez le problème un peu à la logique des opposants qui critiquent la justice parce que le président a dit notre justice est malade. Oui, même s'il s'agissait de moi, j'allais dire que la justice est malade. Pas du tout. Moi, je n'ai pas de tendance. Je ne fais pas un travail de tendance. Je ne fais pas un travail tendancier, pardon. Je rappelle le fait. Pourquoi? Il s'agit de la peine des morts. Et vous savez avec moi que quand il s'agit d'une décision pénale, vous me permettrez les vocabulaires comme la peine des morts, il va falloir que l'appareil judiciaire réduise au maximum les erreurs. D'accord? Très d'accord. Comment faire confiance à une justice qui est jetée en pâture par le premier magistrat? C'est ça ma question. Alors, je ne lui reproche pas. Je voudrais répondre à votre question. Monsieur Elie, Téné, il y a des valeurs, notamment comme la justice, l'égalité, la démocratie, qui restent un idéal pour les sociétés. Aucun État au monde ne peut se prévaloir la capacité d'acquérir la justice de manière totale. Une justice parfaite n'existe pas nulle part au monde.
Ça n'existe pas. Ça ne justifie pas. D'où le caractère perfectible des systèmes judiciaires de chaque société du monde. Mais dans cette échelle, nous Ici, sommes je voudrais vous donner quelques cas. Dans cette échelle, nous sommes de certains États que vous qualifiez des États de vieille démocratie, où règne le respect des droits de l'homme, où règne la démocratie, où règne le principe de l'indépendance de la justice. Je prends le cas des États-Unis d'Amérique. Aux États-Unis, il y a au moins 27 États qui appliquent la peine de mort. Mais il n'y a pas, plus tard que quelques années passées, le juge américain était tombé dans ce qu'on appelle les erreurs matérielles sur cette question de l'applicabilité de la peine de mort. Ici, ça se fait aux États-Unis d'Amérique. Oui, ça ne justifie Mais rien. quel a été les rebonds? Mais effectivement, avant de rendre cette sentence, il faudrait travailler sur les aspects minutieux de la question. Est-ce qu'on a réuni tous les éléments nécessaires? Vous avez parlé de la preuve probante. Est-ce réellement les infractions consommées par les auteurs peuvent être qualifiées comme telles au point de rendre une décision sur la peine de mort? Ici, je voudrais vous donner quelques cas de figure. S'il faudrait retenir la trahison comme l'une des infractions qui peuvent faire l'objet de l'applicabilité de la peine de mort, si nous pouvons qualifier la prise d'armes contre la République comme l'une des infractions faisant objet de l'applicabilité de la peine de mort, nous pouvons aujourd'hui, vous et moi, douter de la culpabilité de M. Corneille Nangaa, qui a déclaré de manière solennelle, qui a exprimé ses intentions nocives contre la République. C'est-à-dire le jour où le juge... C'est très dangereux cet argument. Non mais s'il vous plaît. C'est très dangereux Le cet jour argument. où le juge prendrait le courage de juger et de condamner M. Corneille Nangaa, à quel point vous pouvez douter de cette décision? Non, mais vous savez que l'appareil judiciaire ne fonctionne pas dans cette simplicité d'esprit. Excusez-moi. L'appareil judiciaire est beaucoup plus complexe. Non, mais oui, vous parlez de l'appareil Les éléments judiciaire, moi je parle de la loi. Oui, mais c'est ce que Et je l'appareil dis. judiciaire fonctionne Mais qui au rend- regard de prescrit de la Qui loi. rend le droit? C'est les juges. Mais conformément au texte de la République. Tout justement. Et Effectivement. vous êtes un juriste, vous le savez mieux que moi, qu'un procès est beaucoup plus complexe en termes de détails que ce que vous voulez simplifier là tout à Non, l'heure. mais je vous ai amené dans un terrain La vérité qui juridique pourrait en n'est réalité... généralement pas la vérité sociale. Non, mais ici, je voudrais vous amener Et c'est ça la question. devant les faits le plus évident. Oui. J'ai évoqué les cas de Corneille Nangaa. Social- que nous pouvons prendre Socialement, je suis d'accord avec Et vous. alors, C'est assez avançons. flagrant. Mais comme c'est flagrant, c'est assez et flagrant. le jour où la justice congolaise prendra des décisions qui déboucheraient sur l'applicabilité de la peine de mort sur M. Corneille Nangaa, alors n'en faisons pas un débat. Vous savez comme moi, M. Manix, que les réquisitoires autour de peine sont généralement basés sur d'autres éléments que la vérité sociale ne prend pas en compte. Non, mais Par exemple, les mobiles, par exemple, l'intention. Non, mais toutes ces choses-là. à quel Ça veut dire moment, que vous, monsieur Non, Elie, non, mais vous pouvez douter de l'intention de M. Corneille Nangaa? Cette question. Non, mais restons sur ces cas de figure. Non, cette question. À quel moment vous pouvez douter question sur la est- matérialisation de l'acte posé par M. Corneille Nangaa? Mais, Monsieur Manix, cette question est trop simplement posée. Trop simplement posée. C'est comme ça que je veux vraiment qu'on fasse la distinction entre une vérité judiciaire et une vérité sociale. Parce que vous savez que si on va dans un procès de M. Corneille Nangaa, d'ailleurs, que je ne soutiens aucunement, il aura le droit de réponse. Donc, il va bénéficier des droits de la défense. Son conseil d'avocat va avancer des arguments. Et vous savez que le juge ne pensera pas, comme moi et vous, on pense là tout de suite et on tombe d'accord Non, mais monsieur Elie, qu'il est coupable. Moi, j'ai très C'est tout peur. ce que je veux dire. J'ai très peur Et c'est de comme vous ça. aujourd'hui. Non, C'est mais comme s'il ça vous que plaît. je pose la question de S'il vous plaît. l'efficacité de notre appareil judiciaire. Moi, j'ai très peur Pour de éviter les erreurs. j'ai très peur de votre encyclopédie de mots, des expressions, des phrases. Vous me parlez de la justice ou de la vérité sociale qui n'est pas à confondre avec la vérité juridique. Je ne comprends plus rien. Si. Non, mais écoutez. Ne faites pas semblant. Non, Vous mais savez s'il de vous quoi je plaît, parle. s'il vous plaît. Vous savez de Mais quoi dans je la parle. vérité sociale, c'est alors qu'il y a la clameur publique qui sort. Vous et moi, vous savez que Jésus a été condamné par la clameur publique. Lorsqu'on a présenté Jésus en face de Barabbas, quelle a été la réaction du public qui est une réaction sociale? On veut de Barabbas crucifier Jésus. Pourtant, cet homme n'a rien commis comme péché, comme crime. Alors moi, je ne voudrais pas rester dans cette logique
des clameurs publiques que vous considérez des vérités sociales. Restons sur la vérité juridique, sur la vérité judiciaire qui repose sur l'esprit de la loi. Je vous ai parlé du principe de nullum crimen nulla poena sine lege. Il n'y a pas de peine, il n'y a pas de procédure, il n'y a pas d'infraction, il n'y a pas de condamnation en dehors de la loi. C'est ça la vraie justice. Sinon, on tomberait dans la vengeance privée. On tomberait dans la loi un de plus fort, la loi du talion, l'œil pour œil, dent pour dent. Et d'ailleurs, si on reste dans la justice sociale, il y aurait assez des erreurs judiciaires sur la question. D'où ma question, monsieur Manix. Ma question, c'est sur les erreurs judiciaires. À quel point peut-on compter sur notre appareil judiciaire aujourd'hui pour éviter les erreurs judiciaires et que la peine de mort ne se traduise pas à une peine de vengeance, ne se traduise pas à une peine de politique qui voudrait taire certains acteurs? C'est ça ma question. Non, mais moi, je comprends. Parce que moi, je m'inquiète. Ouais. Je m'inquiète. Quand le président de la République le dit plus d'une fois que sa plus grande déception, c'est pas ses mots, paraphrase, serait la qualité de la justice, exact. Je m'inquiète quand on lève le moratoire de la peine de mort. Parce que je me dis qu'on peut condamner à la peine de mort des innocents. Je vais vous dire une chose. Je vous dis que la justice a toujours été perfectible dans chaque société. Et l'esprit qui anime le président de la République, le pauvre, à pouvoir présenter un discours de sincérité sur chaque secteur de la vie nationale, c'est rien d'autre que la fibre patriotique, l'amour de la nation qui le conduit. Et on ne peut pas reprocher le président pour avoir été sincère vis-à-vis de son peuple. Je ne lui fais pas un Ok, qu'à cela ne tienne, avançons. Vous n'avez pas entendu dans ce pays où le magistrat qui ont obtenu le statut de magistrat tout en étant cordonnier de formation, mécanicien de formation, maçon de formation, sans avoir un diplôme de droit au préalable. Vous ne l'avez pas entendu sous le régime de Joseph Kabila. Vous n'avez jamais entendu que dans ce pays, il s'est posé un problème, s'il vous plaît. Il s'est posé un problème de la couverture nationale en termes de parquet, en termes de magistrats, en termes d'enquête. Oui. Mais le président, voilà, vous ne comprenez même pas ma démarche. Oui, justement, j'en arrive. C'est-à-dire, le président de la République est déjà dans une dynamique des réformes de l'appareil judiciaire congolais. D'abord, en assurant la couverture de toute l'étendue du territoire national, en nommant et en affectant de nouveaux magistrats sur toute l'étendue du territoire national. Aujourd'hui, ils sont déjà à pied d'œuvre, ils travaillent pour une justice équitable. C'est cela la démarche. Mais qui le fait? C'est le même président qui dit que l'appareil judiciaire a un problème. C'est-à-dire le fait pour le président d'exprimer cet aveu d'inquiétude, cet aveu de désolation. Le président de la République, il travaille. En même temps, il travaille parce que la justice fait partie de colonne vertébrale de la vie d'une société. Donc vous comprenez mon inquiétude? Je comprends votre inquiétude. C'est une inquiétude légitime. Autant moi, je l'exprime parce que nous tous, nous avons besoin d'une justice équitable, d'une justice indépendante, d'un appareil judiciaire qui se détacherait du diktat des acteurs politiques, d'une justice qui ne dépendrait pas de la volonté des organes politiques. Surtout qu'aujourd'hui, nous prônons pour un état de droit. Et un état de droit, c'est aussi un état qui devra consacrer la séparation de pouvoir. Il ne faudrait pas qu'il y ait des interférences de pouvoir exécutif sur le pouvoir judiciaire, vice-versa. Même le président de la République, à qui vous avez fait allusion dans votre questionnement, il est justiciable devant la même justice. On le poursuit pénalement en cas des infractions aussi précises. Même le président n'a pas à instrumentaliser la justice de notre pays. Encore que la loi fondamentale que nous utilisons aujourd'hui nous a dit « nul n'est au-dessus de la loi ». Merci, M. Manix. On est en train d'arriver quasiment à la fin. On va changer de chapitre, si vous me permettez. J'espère que vous êtes convaincu par mes éléments de réponse. Ah, c'est pas à moi de l'être. Hein. C'est aux gens qui me suivent de l'être, en tout cas. Moi, je n'ai pas de couleur, je n'ai pas d'opinion. Je peux poser des questions. Mais la matière n'a pas fini. Je pense qu'on va revenir encore sur cette question de peine des morts. Mais l'actualité nous oblige de parler d'autre chose dans les petites minutes qui nous restent. C'est la sortie du gouvernement. Ça prend beaucoup de temps. Le chef de l'État avait exprimé le besoin d'aller très vite dans ses seconds mandats parce qu'il estime que les priorités sont nombreuses
qui est majeur. D'abord, premièrement, pourquoi est-ce que ça prend autant de temps pour avoir un gouvernement? Alors qu'on aurait pu l'avoir au premier rapport de l'informateur. Non, mais parce que ça ne dépend pas que du président de la République. Le président peut exprimer une volonté de voir les choses aller vite, mais il y a des pesanteurs légales qui existent. Il y a des pesanteurs constitutionnels qui existent. À défaut d'une majorité parlementaire qu'aucun parti ne peut rafler ou n'a raflé, aucun regroupement n'a raflé au moyen de ces élections de 2023, il faudrait procéder par la coalition parlementaire. Mais quel était le travail? Quel était le travail pour former une coalition parlementaire quand on sait que la plus grande majorité des députés sont de l'Union sacrée? Moi, je comprends pas. Non, mais d'abord, le président de la République a nommé un informateur. C'est qui est une recommandation constitutionnelle. Qui avait un travail très facilité. L'informateur a fait son travail. Et par la suite, les mêmes informateurs se transforment en informateurs du gouvernement. Il est devenu formateur du Mais gouvernement? bien sûr, par voie de fait. Parce que le formateur du gouvernement n'est pas prévu dans la Constitution. Monsieur Kabouya est aujourd'hui formateur? Je dis par voie de fait, il est formateur du gouvernement. D'ailleurs, aujourd'hui, il a convié toutes les formations politiques de l'Union sacrée de la nation pour effectivement discuter sur cette question de la constitution du gouvernement. Il est formateur de fait. Parce que la dimension de formateur n'est pas prévue dans la Constitution. Mais lorsque les formateurs veulent constituer un gouvernement, il doit tenir compte d'un certain nombre des impératifs. Les critères de choix, le critère de quota, les critères de représentativité nationale, mais aussi les critères de background et des capacités de gestion de chaque acteur ou formation politique présentée. Il va faire le filtrage. Il sélectionne selon le quota, selon le calcul politique, parce que vous l'avez déjà reconnu, c'est déjà un acquis pour l'Union sacrée de la nation d'avoir une majorité parlementaire. Mais le monsieur devra déposer un rapport bien équilibré au président de la République, selon qu'il s'agit des quotas, parce que même la jeunesse doit prendre part à ce gouvernement. D'où la représentativité de la jeunesse. Les femmes doivent prendre part dans ce gouvernement. Maintenant, quelle serait l'attitude de partis politiques, de regroupements, lorsqu'ils adressent les listes auprès de celui qui constitue le gouvernement, et quelle serait la réaction du formateur lorsqu'il reçoit les listes envoyées par les partis politiques? C'est par là que ça peut nous prendre quelques gymnastiques à faire, ça peut nous prendre le temps. Vous savez, les politiques sont de gloutons, sont des égoïstes. Il y a des gens qui viendraient avec le nom de leur fils, de cousins, de neveux, de leur femme, de leur copine. Il y a des gens qui viendraient avec des noms de gens qui ressortent de leur zone ethnico-tribale. Alors, c'est au formateur de voir les critères qu'il a établis, si ces critères sont respectés par les partis politiques et regroupements. Et à la fin, il va adresser son rapport au président de la République qui va faire la dernière touche. Pourquoi le président de la République, qui a émis le vœu depuis très longtemps de déboulonner ces systèmes, notamment des gloutonneries politiques, d'avarisme politique, qui nous freinent autant, n'y arrive toujours pas? Mais c'est vous qui l'avez dit. Il est à son second mandat, mais vous venez de le dire, que nous sommes retardés par ces gymnastiques-là, notamment parce que les discussions autour des quotas... Non, mais à chaque fois... C'est ça qui devrait nous débarrasser. Justement, à chaque fois qu'il y a ces phénomènes nocifs contre la République, que le président Tshisekedi condamne d'ailleurs, mais quelle est la réaction du président? N'est-ce pas que vous aviez appris que le président Tshisekedi, sous le président Tshisekedi, que le quota de la jeunesse a augmenté depuis le 30 juin 1960 dans le circuit des décisions de la République? Le quota de la jeunesse, ça veut dire le quoi? quota de la jeunesse, le président de la République a confié la plus bonne part des responsabilités aux jeunes dans toutes les structures de l'État. Au niveau du gouvernement, les jeunes sont là. Au niveau des entreprises publiques de l'État, les jeunes sont là. Qu'est-ce que vous appelez les jeunes? Non, mais le jeune, vous voulez encore qu'on fasse un débat sur... Je veux pas qu'on fasse un débat. Qu'est-ce qu'on appelle le jeune? Parce que... Oh là là. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ça veut dire Christian Bossembe, c'est un jeune, par exemple? C'est ce que vous voulez dire? Mais ouais. Christian Bossembe, c'est un jeune. Didier Boudimbo, c'est un jeune. Patrick Mouyaya, c'est un jeune. Samalou Kondé, c'est un jeune. La directrice de la société Congo Airways, cette jeune dame, c'est un jeune. Ça suffit? Ils sont nombreux. Non, mais ils sont nombreux. Ça suffit? Ils sont nombreux. Je peux vous citer le nom des dirigeants et des dirigeants de jeunes nommés par l'autorité de nomination qu'on appelle
le président de la République. Mais pour quel résultat aujourd'hui? Non, mais voilà, vous tombez maintenant dans un autre débat. C'est-à-dire le premier débat sur la représentativité de jeunes, le quota de la jeunesse. Ces débats-là est clos parce que le président Tshisekedi favorise une catégorie bien précise. Autant pour le quota des femmes. Vous avez déjà entendu dans ce pays, avant le président Tshisekedi, gouverneur de la Banque centrale, une femme, ministre des Affaires étrangères, une femme, ministre de l'économie, une femme, ça n'a pas. Ministre de la Justice, une femme. Vous l'avez déjà entendu? Peut-être que vous serez surpris. Ça n'a pas empêché l'inflation que nous vivons. Ça n'a pas empêché. Donc, vous faites de superpositions de sujets et ça crée une promiscuité des idées. Restons sur le point précis. Sur le point de quota, le président Tshisekedi est le meilleur et le champion. Alors, revenons maintenant sur le plan de la qualité des personnes choisies. Parce que, au-delà de tout, nous regardons le résultat. Quel est le résultat que nous pouvons évaluer aujourd'hui? Je prends le secteur de l'éducation. La mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement de base. La prise en charge de plus de 600 000 enseignants sur toute l'étendue du territoire national. Avec de grèves. La construction de plus de 800 écoles sur les différents territoires de la République, au moyen du programme de développement de 145 territoires. Ça là, ce ne sont pas des résultats escomptés. Un jour, on va faire une émission. Mais qui réalise ces choses si ce ne sont pas les ministres nommés par le président Tshisekedi? On n'a pas assez le temps. Vous voulez un autre secteur? Non, on n'a pas assez le temps aujourd'hui. Voilà, vous n'avez pas assez. On n'a pas assez le temps, malheureusement. Mais je vais vous réinviter. Il n'y a pas de problème. Je suis là pour établir la vérité. Qu'on fasse vraiment une émission sur l'applicabilité et l'effectivité de ce projet de 145 territoires. Parce que j'ai l'impression que ça commence à devenir de la propagande politique. Pas du tout. J'ai l'impression. Pas du tout. Vous n'avez que l'impression et la vérité s'oppose à votre impression. Parce que oui, j'aimerais bien qu'on m'oppose la vérité. Parce que la gratuité de l'enseignement, en fait, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir les gens qui ont plus d'accès à l'école et avec une bonne formation. Non, mais attention, monsieur. Parce que si vous envoyez des enfants à l'école, s'il vous plaît, laissez-moi éclairer votre lanterne. Ça ne sert pas à grand-chose. Est-ce que vous savez que le programme de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement de base, d'abord, ce programme avait comme objectif primordial l'augmentation des enfants congolais dans les circuits de scolarité de base. Et aujourd'hui, on parle en termes de 4 500 000 enfants qui ont accès dans ces circuits, ce qui est une bonne chose. Mais du moment où on a augmenté le nombre des enfants dans le circuit de scolarité primaire, il y a une conséquence logique qui s'impose. Sur la qualité de l'information. La qualité de l'information qui implique effectivement la création de nouvelles infrastructures scolaires. Mais quelle est maintenant la dimension du programme du développement de 145 territoires? Dans des territoires où il n'y avait même pas des écoles, où à la limite, les élèves étudiaient à même le sol dans des petits trucs construits en paille avec des bambous, etc. Le gouvernement congolais dit, au nom d'une éducation de qualité, il faudrait construire des bâtiments. D'abord, ces bâtiments permettraient à ces écoles d'abriter un nombre aussi compréhensible des enfants, parce qu'aujourd'hui, avec l'avènement de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement de base, il y a une sorte de promiscuité scolaire. Dans une salle qui avait une capacité d'accueil de 500 élèves, la gratuité est venue, il y a 150 élèves, alors il y a un besoin criant de construire des nouvelles écoles. Et le président Tshisekedi l'a fait au travers ces programmes du développement de 145 territoires, qui est un programme très intéressant. Au-delà même des écoles, il a construit plus de 1000 centres de santé sur les différents territoires de la République, hormis les hôpitaux. Non, mais je suis sûr de mes chiffres, parce que ces chiffres ne viennent pas de moi. Ça vient du ministère de la Santé publique de notre pays. On en parlera. Les chiffres, on leur fait dire généralement tout ce qu'on veut. Mais je vous promets vraiment, on aura une émission bien élaborée sur ces sujets-là, où nous aurons même peut-être la capacité d'interroger les responsables de ces projets, parce que j'en connais qui sont dans l'application. Mais aujourd'hui, les défis sont d'ordre sécuritaire. On a un défi d'ordre monétaire aussi, parce qu'on a une inflation qui n'arrête pas de dévaluer notre monnaie. On a des défis éducatifs. Vous parliez tout à l'heure de la qualité de l'information. On a des défis d'ordre économique. Question sur la dépendance, les monopoles de notre économie par les étrangers. Qui voyez-vous comme Premier ministre? Aujourd'hui, il y a des noms qui circulent.
On parle de l'actuel ministre Plon, on parle de l'actuel vice-premier ministre de la fonction publique, c'est Jean-Pierre Liaou, on parle de l'ancien ministre de Santé, M. Teni, on parle du professeur Daniel Moukoko. Vous, en tant qu'acteur politique, qui voyez-vous à la hauteur de tous ces défis? Mais personnellement, moi, j'aime la première partie de votre question. Oh. Parce que vous avez commencé par présenter les défis à relever dans les différents secteurs de la vie nationale. Et après, vous voulez rester stagné sur le profil des individus, qui importe peu pour moi. C'est important. Non, mais la réponse, ce serait très clair. C'est lui qui deviendrait Premier ministre, chef du gouvernement. C'est lui qui serait capable de relever les défis que vous avez cités tout à l'heure. Comment le savoir? Non, mais c'est au président de la République. Par exemple, les sélectionnaires de la République. Je vous donne un exemple. C'est lui qui fait le casting. Je vous donne l'exemple. Aujourd'hui, les présidents, dans toutes ses sorties médiatiques, il a un seul nom dans sa bouche. Lequel? Jean-Pierre Liaou. Non, mais là, vous faites la publicité de M. Liaou. Je ne veux pas de la publicité. C'est très dangereux. C'est des faits. C'est très dangereux. Non, je ne veux pas la publicité de M. Jean-Pierre Liaou. C'est de faits. Il a appelé l'extraordinaire ministre quand il était dans une province qui nous est chère, moi et vous. Je parle de l'Équateur, en Mbandaka. C'est de lui qu'il a parlé. Il a parlé de son projet de rajeunissement de la fonction publique, de la mise en retraite. Quand il a été au Kananga, je crois, il a parlé de lui. C'est comme ça que je pose la question sur l'homme également. Non, mais est-ce que vous le voyez, lui, par exemple, techniquement habile pour relever ces défis-là? Parce que non, mais je ne voudrais pas tomber dans votre piège de publicité en filigrane. Je comprends, peut-être c'est votre tactique communicationnelle. Moi, je ne voudrais pas rester sur ça. Si le président Tshisekedi a plébiscité autant de fois M. Liaou, c'est par rapport à un secteur bien précis. C'est-à-dire, le ministre a mieux géré son secteur avec des résultats palpables. La meilleure température ou thermomètre de la gestion d'un ministre, c'est d'abord les agents du ministère. Lorsque les agents témoignent que le ministre que vous nous avez envoyé a fait du bon boulot, quoi de plus normal que le président lance le dévolu ou le plébiscite sur monsieur Liaou? Mais est-ce autant avoir la capacité de gérer toute une république en tant que chef du gouvernement? Encore une fois, c'est au président de la République de voir, parce que c'est pouvoir discrétionnaire, de pouvoir nommer un chef du gouvernement, lui revient en tant que président de la République qui fait son casting sur base de ses choix, de ses critères et de ses termes à des références sur le profil de tout acteur qui se présenterait devant lui comme profil premier ministre du gouvernement. Mais moi, je dirais au président, nous avons besoin effectivement d'un véritable manager à la tête du gouvernement. Nous avons besoin de quelqu'un qui va moins parler et faire plus. Nous avons besoin de quelqu'un qui a l'amour et la passion du Congo. Nous avons besoin de quelqu'un qui aura de la moralité, l'éthique politique et publique. Nous avons besoin de quelqu'un qui aura peur aux deniers publics de l'État. Nous avons besoin de quelqu'un qui va considérer sa fonction comme un sacerdoce et une responsabilité publique sacrée. Nous avons besoin de quelqu'un qui va matérialiser cette fameuse chanson du peuple d'abord. Félix Tshisekedi, Papa Lobaka, le peuple d'abord. Mais qui va le matérialiser? Il y a des secteurs comme le secteur de l'agriculture. Est-ce qu'on peut réellement faire la revanche du sol sur le sous-sol à travers de politiques publiques adéquates sur le secteur de l'agriculture? Est-ce qu'on peut capitaliser ne serait-ce que le secteur de l'énergie? Encore que nous en avons des potentialités incommensurables. Est-ce que nous pouvons faire de la redistribution de richesses nationales pour que chaque Congolais bénéficie à tout le niveau de nos ressources premières, le coltan, cuivre, diamant, or, manganèse, lithium? C'est de ça que nous avons besoin. Et donc, nous avons besoin d'un chef du gouvernement qui va relever le défi économique, le défi social, le défi de l'environnement, le défi de la justice, le défi de la sécurité et défense. Nous en avons besoin. Parce qu'il faudrait que notre pays soit regardé comme un pays au cœur de l'Afrique. C'est par là que l'on peut parler de la prospérité d'un pays debout et avec un peuple debout. On a fini, M. Manix, mais je voudrais vous accorder 1 minute 30 comme dernier mot, et je veux que vous opiniez sur les élections
du gouverneur, mais précisément des gouverneurs, mais précisément de Kinshasa. Parce que cette ville, qui est censée être miroir de la République, est quand même passée depuis bien des années entre les mains des gestions qui sont plutôt discutables. Comment vous voyez le profil du prochain gouverneur pour relever quasiment le même défi, hein? Défi de l'embouteillage, de la sécurité, de l'alimentation. Comment vous voyez? Faites un peu le profil, là, j'en ai une minute. Dans quelques minutes, dans quelques poussières de minutes, je vais me permettre de grignoter un tout petit peu la réaction, disons la réalité des élections au niveau du Congo central, des élections de gouverneurs de province. Je commencerai par dénoncer d'abord les stratagèmes et le jeu de mauvais goût que je considère comme une compromission à la sacralité de la République, utilisé par un candidat gouverneur de la province en voulant instrumentaliser le président de la Cour d'appel de Matadi pour invalider certains députés provinciaux au profit... Non, mais nous avons des informations, je suis politique. Au profit de certains candidats à qui il a déjà corrompu au préalable. Ça, c'est des accusations. Non, mais oui, au niveau de la Cour constitutionnelle, nous avons dénoncé, mais malheureusement, on a dénoncé en aval. Ici, je dénonce en amont, parce qu'il faudrait arrêter l'hémorragie. Mieux vaut prévenir que guérir. La deuxième de choses, nous avons besoin de la jeunesse à la tête de province. Moi, par exemple, j'ai lu le programme d'action de ce jeune candidat gouverneur au Congo central, Grace Bilolo. C'est un programme très intéressant pour le développement. Il m'a expliqué comment booster l'économie du Congo central, comment se servir de ces grands leviers, notamment la redevance pétrolière, qui pourrait travailler pour le développement de la province. Il m'a parlé de ports qui constituent aujourd'hui comme des véritables unités économiques du Congo central. J'ai écouté ces programmes de ce jeune Grace Bilolo et du coup, je me suis dit, si ces jeunes est à la tête du Congo central, effectivement, ce serait possible qu'on parle du développement, mais aussi de la matérialisation de la vision du chef de l'État. Parce que Grace Bilolo est aujourd'hui présenté comme le candidat de l'Union sacrée. Il a obtenu la bénédiction préalable du président Bosso de l'Assemblée nationale, du président professeur Modeste Bahati du Sénat. Il a obtenu la bénédiction du secrétaire général de l'UDPS, M. Augustin Kabouya, autant pour le président du MLC, Jean-Pierre Bemba. Et il a aussi bénéficié la bénédiction de l'autorité archétypale de l'église kimbanguiste. C'est une voie déjà à la victoire pour la gestion orthodoxe de la province du Congo central. Mais quand il s'agit de la ville-province de Kinshasa, encore une fois, il y a toute une panoplie de candidats. Mais malheureusement, le débat des idées, je n'entends pas. Que de débats de chaleur, le débat de mieux offrant, les débats de positionnement. Parce que tel est le candidat d'un parti présidentiel, il a la présomption de gagner les élections. Malheureusement, de tous ces candidats, l'unique candidat à qui j'ai scruté son programme d'action qu'il va même publier d'ici peu, parce qu'en réalité, le candidat gouverneur n'a que faire de la population qui ne le vote pas. C'est aux députés provinciaux. Voilà pourquoi nous faisons un travail d'exercer une certaine opinion sur le député provinciaux, parce que c'est à eux d'élire des gouverneurs qui répondent aux désiderata de la population. Et c'est notre droit. Voilà pourquoi, moi, je dis aux députés provinciaux de Kinshasa, après avoir lu le programme de M. Deoka Songo, je suis convaincu que c'est vraiment le candidat idéal. Au-delà du fait derrière lui. Mais au-delà du fait qu'il soit un véritable... Non, mais c'est logique. On a besoin de véritables managers. J'ai lu beaucoup de... Monsieur Deoka Songo, tous les jeunes sont derrière. C'est un entrepreneur. Et un entrepreneur est un homme d'action et un homme de transformation. Monsieur Deoka Songo est un investisseur. Et un investisseur est un homme d'action et de transformation. Monsieur Deoka Songo est un manager parce qu'il ramène l'investissement de l'extérieur vers le Congo pour créer le véritable corridor du développement de notre pays. Et donc aujourd'hui, on a besoin des hommes d'action à la tête du pays, de gens qui peuvent faire de Kinshasa véritablement la Kindabed. Au-delà de toutes les richesses que nous avons aujourd'hui, nous avons la population qui avoisine à une démographie de 20 millions d'habitants que l'on peut considérer comme une plus-value pour le boostage de l'économie provinciale. Et avec M. Deoka Songo, en lisant son programme, parce que j'ai eu un échange très fructueux, je lui ai même donné mon livre, mon regard vers la commune qu'il a minutieusement lu, et j'ai lu son programme, je me suis rendu compte
que la ville de Kinshasa n'a plus besoin des bandits à la tête de la ville, à la tête de la province, n'a plus besoin des voyous, on a plutôt besoin des hommes intègres, des hommes managers, des hommes efficaces pour résoudre et faire de Kinshasa la véritable capitale de la République démocratique du Congo. Rien à redire. Je pense que c'est vos opinions, c'est votre choix. Je n'ai rien à redire là-dessus. Mais vous comprenez que c'est important de parler des hommes parce que les hommes, c'est elles. Mais des hommes porteurs des idées, porteurs de vision et non porteurs de paquets d'argent. C'est les hommes qui animent les institutions. Donc vous comprenez pourquoi est-ce que je vous pose la question sur les hommes. Mesdames, Messieurs, nous avons fini. Je rappelle que je recevais pour vous Monsieur Manix Iyenda. Il est acteur politique, analyste politique. Avec lui, on a abordé la question de la levée de moratoire sur la peine de mort, mais également on a parlé un petit peu du prochain gouvernement qui arrive. Et on a fini sur le sujet des élections indirectes, donc le gouverneur particulièrement. Il est important de dire que nous en avons assez de la corruption autour de processus électoraux. Parce que ça biaise même notre capacité à donner des vraies informations aux générations qui arrivent pour leur permettre d'étudier rationnellement les questions électorales. Si on continue à corrompre, à se faire voter parce qu'on a beaucoup d'argent, ça va être compliqué pour nos enfants de comprendre même la structure électorale de notre pays parce qu'on ne sait même plus sur base de quoi les gens votent. C'est très compliqué. Donc prenons conscience qu'on a une république à léguer à ceux qui vont arriver après. Je termine cette émission parce que je veux féliciter un groupe qui m'a surpris, un collectif Codule, qui a organisé une messe le week-end dernier à laquelle j'ai pris part pour commémorer, pour prêter main forte, pour montrer sa, comment on dit ça, sa solidarité à toutes les femmes et les enfants, mais aussi les hommes qui vivent des atrocités à l'est de la République démocratique du Congo. C'est vrai qu'on n'a pas le pouvoir et la puissance militaire, nous, en tant que peuple, solidarité, et ça, c'est très important. Donc, je félicite M. Diogène Endoto qui a pris cette initiative-là au nom de son collectif, Codule. Continuez de faire ainsi parce que nous en avons besoin. Il faut mettre suffisamment de la lumière sur cette question d'insécurité et ce n'est que comme ça qu'on arrivera, avec espoir, de faire basculer l'opinion. Par ricochet, je félicite aussi Maître Clarisse Alunga, les femmes de la dynamique GPEL, qui ont fait la même démarche avec une marche de santé à un mémo qui a été déposé aux autorités compétentes. Donc, continuons à porter les causes nationales. Cette émission est terminée, mesdames, messieurs. Partagez, likez, abonnez-vous. N'oubliez pas que c'est ensemble qu'on arrivera à quelque chose. Merci beaucoup.